Abdelaziz, Jean et Jacques, 3 travailleurs des ateliers de GEMAP, reviennent dans les anciens locaux. Au début du CAD, on rentrait par là. Le point de départ, c'était toujours par là. Ouais. Et après, c'était par là. Mais on peut rentrer par là. Non, mais on n'a pas de code. On n'a pas de code là-bas. Il faut rentrer là-bas. Sinon, le portail vert, on peut passer par là-bas. Ouais, il est ouvert la porte. Ouais, oui. Comment on fait là? Les locaux sont devenus un lieu d'accueil pour des événements orientés vers le développement durable et le progrès social, le comptoir général. Alors là, la cuisine, elle était là. Ici, il y avait les sanitaires, et les douches et tout ça. Et après, quand on allait tout droit, c'était l'atelier. Le responsable vient saluer nos 3 visiteurs. Ici, là, c'était le couloir pour aller dans l'atelier aux matières plastiques. Ouais. Vous voyez? Et alors il y avait la partie d'à côté aussi ou pas? La partie qui était à côté, c'était Les bureaux. Les bureaux. C'était des bureaux. Mais après, ça a changé. C'est devenu un atelier de sérigraphie. Et en haut, il y avait quoi? En haut, c'était une lingerie où que les gens repassaient, puis il y avait des nappes à repasser. Et on était jeunes, hein. Moi j'avais 17. Hein. Vous avez 21 ans. 18 ans. Le plus jeune, c'était moi. Un visiteur surprise vient interrompre la visite. Monsieur Dufour, ancien directeur du CAT de 1983 à 2002. Je vous présente M. Dufour. Comment va, jeune homme? Très bien. Ça va bien? Ouais. Ah, ça Ah, quant à vous, Ça va bien, ouais. Et dis donc, qu'est-ce que ça a changé ici? ouais. Oh là là! C'est ça, là. Toute la déco a C'est complètement une surprise, ça. Ah oui, c'est une surprise maintenant. Ouais. Vous travaillez la cuisine? Moi, Et délégué. Vous aussi, hein? Hein? Et délégué. Ah ouais, absolument. Donc là, si j'ai bonne mémoire, c'était la cuisine. Là, c'était la salle de détente. avec le cafétéria, etc. Notre salle à manger était là. il y avait la cuisine. Après, je disais, la cuisine, elle était là, c'était un couloir, un genre de couloir. C'était pas trop. Ah, ça me fait plaisir d'être là. Je ne m'attendais pas à être filmé en arrivant comme ça. Ah bah non. Mais voilà, c'est bien, ça fait spontané. Mon bureau, c'était cette fenêtre-là, qui était en diagonale. Il y avait également le secrétariat, juste à côté. Ouais, On est les les deux carreaux, frères. là. Ah là là, je suis très 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 content d'être là. Et alors, derrière, ils ont fait quoi là? Ah là, en effet. Oh la vache. Oh, c'est incroyable. Ce qui n'a pas changé, c'est. L'escalier Les du escaliers, fond. avant, il y avait toujours les escaliers. C'était exactement la même chose. Et là, il y avait une salle aussi. On nous servait de salle de réunion. Je ne sais pas si vous en souvenez. Sûrement, ouais, sûrement. C'est l'association L'Entraide Universitaire qui a ouvert les ateliers de GEMAP en 1970. L'Entraide Universitaire a été créée en 1954 par des enseignants de la MAE, Mutuelle Accident Élèves, pour aider les familles en difficulté. En 1954, l'éducation nationale, comme l'ensemble de la société, s'intéressait peu à ce que j'appelle moi le monde du handicap. Au niveau de l'entraide universitaire, on a toujours considéré, dès 1954, que la personne handicapée, c'était au départ un citoyen. Après, on fait au mieux, on apporte le mieux que l'on peut pour faire en sorte qu'elle puisse vivre sa vie de citoyen. Ça a toujours été, je veux dire, la philosophie, l'engagement de l'entraide. Nos valeurs font qu'on s'intéresse à toutes les personnes, enfants, adultes, adolescents, en situation de difficulté ou de handicap, quelle que soit la nature du handicap. Dès 1954, l'Entraide Universitaire achète un ancien hôtel à Maillet de Montagne en Auvergne pour accueillir des élèves parisiens durant les vacances scolaires. Il est toujours en activité. Le virage vers le médico-social était pris, car il y avait de gros besoins à cette époque. Nous sommes association, comme on dit, gestionnaire. Quelque part, nous sommes les prestataires des services de l'État, de la Sécu en particulier. Nous sommes prestataires. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons été habilités
pour assurer un certain nombre de services en direction des personnes handicapées. Nous sommes des prestataires. L'idée d'ouvrir un atelier pour personnes handicapées sur les quais de Gemap date de 1960. Un atelier d'aide par le travail, puis un centre d'aide par le travail, CAT. On date le premier CAT en 1960 dans le Rhône. L'État décrit leur fonctionnement en 1965. En 1965, on comptait en France 3865 travailleurs adultes handicapés en milieu protégé. En 1970, on en comptait 9050. En 2010, le nombre se rapproche des 641 000. Ça donne une idée du travail accompli par les équipes sociales depuis 40 ans. Dans les CAT parisiens de 1970, il y avait 877 adultes handicapés nommés débiles mentaux. La ville de Paris avait envisagé de créer ce type d'établissement. L'entraide a répondu. Et je pense que le premier CAT de l'entraide, c'était Gemap. Et c'était également un des premiers CAT quand même qui existaient, quoi. Le président de l'époque, M. Breuillard, confie le dossier à M. Ganchoula, dont la fille était handicapée. Sa femme, qui ne travaillait pas, s'occupait d'elle. Elles intégreront toutes les deux l'atelier. La maman en tant que monitrice et sa fille en tant que bénéficiaire, ouvrière. Comme il y avait très peu de structures accueillant des personnes handicapées, il était assez courant que des parents s'impliquent dans la création de CAT. La MAE, étant très proche de l'éducation nationale, on décide qu'il faut détacher un professeur pour gérer cette structure d'un nouveau genre. C'est M. Verdier, instituteur à l'époque, qui est choisi. Moi, je connaissais deux noms. M. Breuillard, parce que c'était un ancien dirigeant du syndicat des instituteurs. Et quand je lui ai dit que moi je prenais ce travail-là, non pas en tant que fonctionnaire seulement, mais en tant que militant pour la cause des handicapés, c'était une bonne chose. Bon, j'ai eu ce poste, voilà. Monsieur Verdier intègre le CAT, les ateliers de Gemap, le 1er septembre 1969, jour de la rentrée scolaire. Il conserve son statut et sa rémunération de professeur de l'éducation nationale. Il gère les travaux, prépare l'ouverture en rédigeant le projet pédagogique des ateliers. Le CAT était au-dessous des ateliers protégés, du point de vue handicap. Il n'y avait pas beaucoup d'encadrement dans les ateliers protégés. Dans les CAT, on devait recevoir des handicaps, même lourds. Et on en a eu. Moi, ce que j'ai voulu, c'est le mélange. On avait des physiques, on avait des sensoriels, on avait des déficients intellectuels, des trisomiques. C'était un mélange. Il y avait davantage de déficients intellectuels que de physiques, mais c'était un mélange. Je suis parti du principe que si j'étais capable de faire certaines opérations, à condition qu'ils aient le matériel nécessaire, ils sont capables de faire autre chose. Et je suis parti de cette idée qu'on était capable de travailler en entreprise. Quand j'ai écrit le projet pédagogique, il était question de mettre les gens en situation de travail normal dans la mesure du possible. Donc de créer des ateliers avec nos propres fabrications. Paris, le 19 février 1970. Madame, Monsieur, nous pensons que vous serez heureux d'apprendre que le CAT, les ateliers de Gemap, ouvre le 2 mars prochain à 9h. Le CAT ouvre ses portes avec comme effectif le directeur, M. Verdier, une secrétaire de direction, 4 moniteurs d'atelier et un éducateur, un médecin psychiatre vacataire, une infirmière, une rééducatrice de motricité à mi-temps, une femme de service à mi-temps et 6 ouvriers. À la fin de l'année, ils étaient 47. Les premières activités, ça a été les activités de sous-traitance, le tri du carrelage et la sellerie. On commençait à 9h à cette époque-là. Ben, on arrêtait à 6h moins quart pour balayer et à 6h on partait. C'était comme ça. C'était une usine de carrelage, un truc comme ça, je crois. Ce que je me rappelle, moi, c'est que quand je suis rentré,
Je suis rentré, j'étais dans un atelier bougies. C'était des bougies qu'on faisait, il n'y avait pas de machine au début. Hein. Moi, je faisais des muselières pour les chiens et des laisses. Madame Verdier avait alors intégré le CAT aux côtés de son mari comme directrice adjointe. On se souvient aussi d'autres membres du personnel. Sylvie, la secrétaire. Ah oui, Sylvie la secrétaire, oui, la première, voilà. la première. Hein. Eliane Goudot, ouais. C'était une infirmière, elle faisait le rôle d'assistante sociale, infirmière. Mon travail consistait à recevoir les familles, à faire le lien avec les personnes et surtout être présente là quand il y avait une souffrance. Et l'on recevait les premières personnes les plus déficientes, parfois profondes. Donc c'était tout à créer. J'accueillais cette liberté de l'hôpital où j'ai connu des gens fermés, des murs. Et là, en 70, c'était déjà l'ouverture. Il y avait une écoute, les difficultés du parcours de la personne, de la famille. Il y avait tout un travail relationnel avec le médecin, bien sûr, et aussi avec l'équipe. Il fallait donc accompagner après ces jeunes gens dans les ateliers. Il n'y avait pas de sélection, on ne parlait pas de production. Il s'agissait que la personne trouve sa place. On appelait à cette époque déjà l'ouvrier, qui avait déjà un nom. L'ouvrier était reconnu en tant que personne, en tant que sa personne, était reconnu par son travail, était reconnu dans la citoyenneté. Pour les familles, c'était important que les familles arrivent à se libérer en eux disant « mon enfant est né comme ça, enfin la société l'accueille ». Moi, je sais que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Avant, c'était les parents qui... c'était ça, ou je sais pas moi, rester à la maison. Ouais, voilà. Pas pour moi. Mais les deux collègues, je sais pas. Hein. Ah non, je ne serais pas venu ici. Si j'avais pas de place, je serais resté chez moi. J'ai appris avec monsieur, madame Verdier, ce qu'était vraiment le côté associatif, le côté aide, parce qu'il n'y avait pas de prise en charge journalière. Et je me souviens, c'était les parents qui payaient le prix de journée. Le forfait était calculé en fonction de leurs revenus. Et j'ai encore l'image, et encore très très sympathique, moi qui n'avais jamais manifesté, d'avoir manifesté sous Marie-Madeleine Dienesch, manifestant avec les parents et les ouvriers pour que soit pris en charge le prix de journée. Donc pour moi, c'était l'aventure. À Monsieur Verdier, chers collègues, le vendredi 28 mai, une délégation de la page Association Partage aux jeunes handicapés a été reçue par Marie-Madeleine Dienesch. Nous publierons un compte-rendu de cette audience. Mais je tiens à vous informer de faits susceptibles d'intéresser les parents de GEMAP. Les CAT ont pour objet de procurer des emplois salariés à des handicapés qui ne peuvent travailler dans le secteur normal. Si telle est la conception du ministre, pourquoi les parents doivent-ils payer pour l'admission au travail de leurs enfants ? Emploi salarié sous-entend forcément juste rémunération du travailleur, handicapé ou non. Monsieur X ne perçoit qu'un pécule. Alors on a commencé à améliorer la législation en 71, 72. Il y a eu de meilleures prises en charge. À force de faire des pétitions et puis de réclamer, il y a eu une amélioration. Jusqu'à la loi de 75 qui a nettement amélioré. Lorsque Jacques est rentré à GEMAP le 18 octobre 1972, le prix de journée était déjà pris en charge entièrement par l'État. Ses parents se souviennent de ces moments. Au début, on ne payait rien du tout. Non, hein. on ne payait pas. Ça ne nous a jamais rien coûté. Non, on était plusieurs fois à Paris quand même. Ah bon, on était plusieurs fois voir monsieur et madame Verdier, tout ça. On s'en occupait à ce moment-là. Une fois qu'il était à GEMAP,
Ça s'est fait tout seul, mon vieux. La loi de 1975 permettait de prendre en charge la totalité du prix de journée, quelles que soient les ressources des parents, on n'en tenait pas compte, c'était pris en charge. Par contre, au moment du décès des parents, on récupérait sur les biens. La loi de 1975 a aussi apporté l'allocation pour les adultes handicapés, l'AAH, une allocation versée à toutes les personnes reconnues handicapées. Elle fonctionne toujours. Comme l'AAH se base sur les sources de revenus, le CAT ne pouvait pas dépasser un certain plafond de rémunération des ouvriers. Sinon, on diminuait l'AAH et les ouvriers étaient pénalisés. Alors, à certaines occasions, on donnait des vêtements de travail. Vêtements de travail, ils choisissaient. C'était des vêtements pour s'habiller aussi bien. Hein. C'était des jeans, c'était pas forcément des blouses ou des... Non. Bon. Donc, ça, c'était un salaire à nature. On organisait des sorties. On est allé... Ils sont montés sur les bateaux-mouches, et puis on est allé sur le bord de la Marne, au restaurant, etc. Ça a été payé sur les ateliers, ça. C'était pas un salaire comme maintenant, c'était 55 francs. Hein. Ouais, un billet de 50, et puis un billet de 5. C'était pas le salaire de maintenant. Ils donnaient au liquide, quoi. Ouais, oui. Ils ne donnaient pas, comment dire, en pécule. En liquide, ils donnaient. Ah oui. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, pas bien, comme ça, long, comme ça. Il y avait tout marqué dedans. Ouais. Il y avait tout marqué qui était important. Et tout, retraite, tout ça. 55 francs leur donnaient droit à la sécurité sociale, à l'époque, d'après la loi. Non, ils ne les gagnaient pas, les 55 francs, au début. C'était l'association qui finançait. Les gens, ils ne nous questionnent pas. Hein. Ouais. Ils ne nous questionnaient pas, rien qu'à nous voir comme ça, ils se disent. Ouais, voilà. Bon, rien qu'à voir notre tête, peut-être. Hein. Ouais, c'est tout. Hein. Ils savaient qu'on était là. Ah. J'ai eu un jour droit à la visite d'un représentant de transformation de matières plastiques. Alors lui, il nous a pris pour un concurrent. Je lui ai dit, écoutez, c'est simple. Si vous ne voulez pas qu'on vous concurrence, embauchez les gens que nous avons. Et moi, je suis prêt à s'aborder. Ah mais non, c'est pas possible, on ne peut pas. Ça me rappelle des souvenirs, hein. C'est tout. Hein. Ouais, mais je me rappelle, ça m'a rajeuni, hein. Ça me rappelle les souvenirs, moi. Il y avait Canal Saint-Martin et tout. Il y avait les péniches qui passaient. Je regardais, j'étais assis au bord du canal, sur les bancs, je regardais les péniches. Ouais. Si Christian Dufour est devenu directeur des ateliers de GEMAP en 1983, il l'a intégré en tant qu'adjoint 1 an et demi avant. Ainsi, il a pu se familiariser avec son futur poste. J'arrivais d'un IME, un institut médico-éducatif où j'étais chef de service. Et j'ai fait ma formation de directeur pendant ces fonctions de chef de service. Et donc j'avais tout neuf, mon diplôme de directeur en poche. Et un ami m'a parlé de la mutuelle accident élève, qui a à voir directement avec l'entraide universitaire, parce que ce sont 2 petites sœurs. L'idée de la mutualisation m'intéressait bien. Une mutuelle qui gère des établissements médico-sociaux, ça m'a alerté. C'est d'abord ça qui m'a alerté. J'ai donc posé ma candidature auprès de l'entraide universitaire, qui gérait donc déjà cet établissement-là. Et puis j'ai été embauché et j'ai rencontré Madame Noué, qui était à l'époque vice-présidente, je crois, de l'association. Une militante hors pair pour qui j'ai encore aujourd'hui une estime sans borne et sans limite. C'est une dame qui m'a fait visiter un CAT pour précisément me montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Mais en me disant ceci, je ne vous demande pas de faire une usine pour handicapés.
Ça, c'était en mars 1983. Voilà comment je suis arrivé au CAT de GEMAP. Et j'y suis resté jusqu'en juin 2002. Voilà, soit 19 ans de parcours aux ateliers de GEMAP, ce qui est énorme et qui reste pour moi un souvenir inoubliable. Quand je reviens dans ces locaux, c'est toujours un grand moment d'émotion, surtout dans les anciens locaux d'ailleurs, où on a vécu des choses là-bas assez étonnantes. Notre établissement a été créé pour ces personnes handicapées et nous avons, nous, à agir une solidarité, à les aider à se réaliser, à montrer à tout le monde qu'on sait faire des choses. Et je le disais toujours, on n'a pas le droit dans notre établissement de faire partir de la mauvaise qualité. Je préfère que ça ne parte pas, plutôt que de faire partir de la mauvaise qualité parce qu'on véhicule l'image des travailleurs handicapés. Pour permettre la réinsertion professionnelle d'un ouvrier de CAT, il faut qu'il puisse réduire le décalage qui existe entre lui et un ouvrier en milieu ordinaire de travail. Nous, aux ateliers de GEMAP, nous pensons que cette réduction passe nécessairement par la réduction des décalages qui existent entre un CAT et une entreprise ordinaire. Nous sommes des partenaires économiques. Nous sommes une entreprise et nous nous comportons comme une entreprise. Je me comporte personnellement autant comme un chef d'entreprise que comme un directeur de CAT. Ce n'est surtout pas un chef d'entreprise, même si les ateliers qui mènent des activités à caractère professionnel ressemblent à une entreprise. Si on rentre dans un CAT, on voit les gens travailler. Nous ne devons jamais oublier que la finalité, ce n'est pas le produit que nous allons sortir, ni le bénéfice que nous pourrions en tirer. Si on en tire, c'est tant mieux. Et de mon point de vue, je me ferai maudire en disant ça, si on n'en fait pas, c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est le comment. Et quand on mène une action commerciale, parce qu'on mène des actions commerciales, bien évidemment, dans un CAT, on mène d'abord une action médico-sociale. Parce que la finalité est une finalité médico-sociale. C'est la raison pour laquelle il faut savoir refuser des propositions de travaux qui ne correspondraient pas à l'intérêt des personnes handicapées, autant que faire se peut. D'abord des personnes à part entière, d'abord des ouvriers, sachant que ces ouvriers ont droit à une formation. Que ce soit une formation d'ordre professionnel ou une formation personnelle. Le noyau de production, c'est évidemment la transformation de matières plastiques par soudure haute fréquence, il en reste encore. Elle souffre beaucoup aujourd'hui, mais il en reste, on peut encore la voir. Et c'était ce pourquoi les ateliers GEMAP étaient connus et reconnus. Et peu à peu, d'autres travaux se sont présentés, et c'était plus les opportunités d'ailleurs qui se présentaient. On a commencé à transformer de l'altulasse, à couper des échantillonnages, à faire des mobiliers, à introduire de la sérigraphie. Les travaux dits de conditionnement, d'emballage à l'époque se sont aussi diversifiés. Il y a des travaux de routage qui ont été faits. Pour faire face à cette demande grandissante, on loue des locaux rue du Faubourg du Temple, à quelques pâtés de maisons de là. Ces locaux n'ont pas encore été réhabilités. Il y avait des marteaux, il y avait des tournevis, des clés à monnaie, des clés à pipe. Ouais, voilà. Alors il fallait mettre un truc comme ça, un genre de plastique là, et mettre l'étiquette. La nostalgie s'empare de nos visiteurs. On a vécu là-bas, on a travaillé là-bas, on a connu, on a eu beaucoup de choses. Ça m'a rappelé mon temps. Ouais. C'est-à-dire, comme il a dit M. le directeur, n'est-ce pas, il y en a qui sont mariés là-bas, ils se sont connus. En parlant de nous, on ne parle pas de l'encadrement. Ici c'était la salle où il y avait l'instituteur. L'instituteur, il s'appelait Gilles. Et on faisait la lecture, le calcul et tout ça. En 1987, l'État oblige les entreprises de plus de 20 salariés à avoir minimum 6% de leur effectif constitué de personnes handicapées. S'ils n'y parviennent pas, ils payent une contribution. Une association est créée pour gérer ces fonds, l'AGFIP.
Cette réforme profite au CAT car elle permet l'exonération de cette contribution. Les ateliers de GEMAP prennent des locaux en banlieue à Romainville. À la fois par l'essor des activités économiques et aussi, et surtout d'ailleurs, par l'accroissement de la population de travailleurs handicapés, puisqu'on nous a déjà demandé à l'époque de prendre de plus en plus de travailleurs handicapés, à moyens constants bien évidemment, mais il manquait de place. Pour développer les activités à caractère professionnel et pour accueillir les nouvelles personnes qui arrivent, il nous fallait de la place. D'où l'idée de laisser ces locaux-là, fort tristement d'ailleurs, parce que même s'ils étaient trop petits et vétustes, ils avaient quand même le caractère du canal Saint-Martin. Les petits matins d'automne ensoleillés sur le canal, c'était quand même particulièrement agréable. La décision de déménagement a été prise en avril 89. Et on est arrivé ici en 2000. Il a fallu 10 ans pour que nous parvenions à trouver ces locaux qui sont derrière moi aujourd'hui. Pour des raisons financières, évidemment, la pression immobilière à Paris est telle que voilà, il a fallu. J'ai dû visiter une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine même de locaux avant de pouvoir acquérir ceci. Il y avait d'abord M. Verdi d'abord, après il y avait M. Dufault, et le 1er mars est rentré. 1er mars 83. Après il y avait Yannick Boulet, il est rentré le 3 septembre 2003. Ouais. Et Mesquel est rentré le 5 mai 2008. Tu vois? Je me rappelle. Mais je sais, alors il doit y en avoir 6 directeurs, 6. Voilà. Il y en a 2 autres qui n'ont pas voulu rester. Il y avait un autre qui s'appelait, on l'aurait cru, Charles Gainsbourg, là. Ouais, il était toujours comme ça. À la station, on avait la cassette de Gainsbourg, là. Comment il s'appelait? Ferrand Style, ou je sais pas quoi. Lorsque M. Boulet prend la direction des ateliers de GEMAP en 2003, une loi reposant la réflexion globale sur la place du travailleur handicapé vient de passer. Quand vous arrivez en 2003 et qu'il y a eu une loi de janvier 2002 qui est toute fraîche et dont les décrets ne sont pas encore sortis, forcément, vous arrivez pour vous payer la mise en œuvre de tous les décrets. Il a fallu avec les équipes qu'on travaille autour de la création du Conseil de la vie sociale, il a fallu qu'on définisse notre projet, il a fallu qu'on travaille le règlement de fonctionnement pour les travailleurs, il a fallu qu'on sorte le livret d'accueil, qu'on mette en œuvre la charte des droits et libertés, enfin bon, tout ça a été un gros travail qui s'est effectué. Nous avions, si je me souviens bien, fait des commissions qui étaient des commissions mixtes avec des travailleurs et des professionnels. C'est le souvenir médico-social qui est le plus fidèle. Après, c'était l'arrivée dans un établissement qui était quand même en grande difficulté économique, avec des incertitudes, avec des craintes même. Et donc tout ce travail à faire avec les équipes aussi, d'essayer de trouver des nouveaux débouchés, de recalculer les tarifs que nous avions, de réorganiser un certain nombre de choses dans les ateliers, quoi. Il y avait quand même une personne importante à cette époque-là, c'est qu'il y avait un directeur adjoint, Michel Delamotte. C'est lui qui est à l'origine de la création de l'atelier traiteur, dont on sait tout le bien qu'il a fait à l'établissement, avec l'ouverture sur l'extérieur, avec bien entendu des revenus économiques substantiels, etc., quoi. Presque 5 ans après son arrivée à GEMAP, Yannick Boulet devient directeur général de l'entraide universitaire. Il continuera de veiller sur les ateliers de GEMAP, mais il lui faudra aussi veiller sur les 42 autres établissements de l'association
avec ses 17 champs de compétences autour du handicap. En 2005, une loi replace la personne handicapée au centre des institutions. Depuis 1975, il n'y avait pas eu autant d'avancées philosophiques. On n'avait pas attendu ces lois pour donner la parole aux usagers. La nouveauté ici sera l'accueil de nouveaux types de handicaps, les handicaps psychiques. Le CAT, Centre d'aide par le travail, devient l'ESAT, Établissement et service d'aide par le travail. Comme nous le disait Jean, Denis Mesquel prend la direction de l'établissement le 5 mai 2008. Je suis directeur de l'ESAT maintenant depuis 2 ans et la fonction de directeur d'un établissement médico-social, d'un ESAT en particulier, est quand même assez spéciale puisque donc il y a un travail au niveau du pôle médico-social et un travail au niveau technique. Donc ce qui veut dire que effectivement on peut passer de l'un à l'autre, ce qui donne tout l'intérêt du poste de directeur de l'établissement GEMAP par exemple. On voit effectivement une différence par rapport à 70 où il y avait un public en très grande majorité déficience mentale, légère, moyenne, qui étaient en capacité de travailler dans des activités simples. Depuis peu, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de plus en plus d'usagers accueillis qui ont des problématiques psychiques. Dans un sens, c'est un bien. Le progrès médical fait qu'effectivement, il y a peut-être moins de trisomie, qu'il y a peut-être moins de personnes ayant une déficience mentale profonde. Dans le pôle médico-social, nous avons une chef de service éducatif, nous avons un médecin psychiatre, nous avons une assistante sociale, nous avons une éducatrice spécialisée et une chargée d'insertion qui s'occupe de toute la partie médico-sociale, accompagnement socio-professionnel des usagers qui sont dans l'établissement. Au niveau technique, géré par un éducateur-chef, composé d'à peu près une quinzaine d'éducateurs, de moniteurs éducateurs et d'éducateurs techniques spécialisés. La particularité justement de ces postes techniques, c'est que pour pouvoir entrer en ESAT, il faut qu'il y ait une expérience dans l'activité proprement dite, plus par rapport à ce type de personnel, qu'il y ait une fibre sociale et d'accompagnement médico-social. Les marchés qu'a principalement GEMAP, ce sont des clients qui sont des clients historiques, ce qui prouve quand même la qualité de notre travail, déjà, la première chose. Je pense qu'il faut différencier les activités de GEMAP. Donc il y a une activité cuisine, une activité restauration, une activité conditionnement, une activité plastique. L'activité restauration, on va dire que c'est plutôt le bouche à oreille. On travaille avec des grands comptes, entre guillemets, qui font que lorsqu'on fait une prestation, qui est généralement bien réussi, le bouche à oreille fonctionne. Par rapport au conditionnement, c'est un peu plus compliqué. Nous avons effectivement des clients historiques qui nous donnent régulièrement du travail et nous pouvons répondre sur des appels d'offres, des marchés publics. Pour le plastique, c'est un peu particulier parce que c'est une activité qui est en diminution du fait on va dire de la concurrence asiatique notamment et du plastique proprement dit puisque c'est plus un matériau que l'on utilise de plus en plus. Et là, nous avons effectivement également des clients historiques, mais pas suffisamment pour faire tourner un atelier complètement comme ça se faisait justement dans les années 70 ou dans les années 80 où mes prédécesseurs avaient un atelier qui fonctionnait vraiment très bien et qui, on va dire, faisait marcher l'établissement. Tous les 28 ans, ça tombe au même jour. C'est-à-dire en 44, en 72, en 2000, 2028, 2056, 2084, 2012, tu vois, ça tombe un jeudi. Tu vois. Et comme ça, tu peux calculer. Ouais, voilà. Et après 2100, ça décolle. Hein. Parce que c'est pas bisexuel. Ah oui, après ça change. C'est plus pareil après. Jusqu'à 2084, c'est comme ça. Et après, ça change. C'est plus pareil après. On va y aller.
On y va. Tu vas où? À l'atelier. Ouais. C'est terminé, ça. Les 12 litres que tu fais. C'est Serge qui m'a dit de le faire. Bah, fais-le alors. Alors mon poste c'est éducateur technique chef, j'y tiens. On a voulu mettre chef de service, mais j'y tiens au poste parce que le mot éducateur pour moi c'est très important. Et mon travail consiste à gérer tous les ateliers, à organiser avec les éducateurs le travail qu'ils ont à faire, à réaliser les devis, à passer les commandes de la matière première qu'il faut. Fin 2009. Ça a commencé vraiment à partir du mois de septembre-octobre à vraiment ressentir vraiment la crise. Jusqu'à là, on était un peu vernis par rapport à d'autres collègues et qu'ils n'avaient pas de boulot depuis octobre-novembre 2008, quoi. C'est-à-dire depuis le départ de la crise, quoi. Bah, nous, on a été un peu sauvés par la restauration. C'est le troisième atelier, troisième pôle d'activité. Restauration, que c'est une activité qui dans les 3 dernières années a beaucoup progressé, qui continue encore à progresser. On est très demandé et bon, c'est la qualité du travail qu'ils font, les travailleurs handicapés, l'équipe d'encadrement, elle est quand même pour beaucoup. On réagit très vite à la demande des clients, donc c'est très apprécié, quoi. Les lois de 2002 et 2005 n'ont pas mis en danger les ESAT, ont permis effectivement de recentrer la mission des ESAT sur l'usager, sur la problématique de l'usager. Et ça, c'est extrêmement important. Les droits de l'usager, qui sont là vraiment marqués dans la loi. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est une avancée par rapport à ce qui se faisait auparavant. Ce qui met en danger les ESAT, puisque nous y sommes en plein, c'est effectivement tout ce qui concerne la tarification au niveau du fonctionnement social de l'ESAT. Et on s'aperçoit que nos autorités de tutelle et le gouvernement mettent en place des décrets qui vont asphyxier les ESAT. Puisque donc il y a un décret qui est paru en fin d'année 2009 qui instaure des tarifs plafonds, qui instaure des coûts à la place. On sait très bien, par exemple, pour nous, GEMAP, nous sommes au-dessus de ce coût à la place. Ce qui veut dire que si effectivement nous continuons, enfin en tout cas l'État continue dans cette logique-là, à un moment donné on sera asphyxié. On ne pourra plus continuer notre travail, la qualité de notre accompagnement tel que c'est fait actuellement. Si vous êtes déficient intellectuel, c'est tant. Si vous êtes en souffrance psychique, ben, c'est un peu plus. Si vous êtes handicapé plutôt physique, ben, c'est tant. Enfin voilà. C'est un handicap à la pathologie totalement calqué sur le système sanitaire. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est pas aussi simpliste que ça, quoi. C'est une règle, hein, c'est une règle qui a été choisie, mais ça ne me semble pas être une bonne règle. Alors quand on voit qu'en plus, par exemple, les handicaps sensoriels comme les sourds, puisque nous avons un ESAT totalement dédié aux sourds chez nous, n'ont même pas été distingués du reste, alors qu'on sait que ces personnes-là cumulent, puisque en plus d'un handicap sensoriel, ces personnes-là cumulent ensuite des troubles du comportement, cumulent de la souffrance psychique, etc. Donc il y a une lourdeur de prise en charge que le législateur n'a pas trouvé bon, je dirais, de repérer. Donc si on fait une péréquation, GEMAP pour s'en sortir soit doit licencier 2 à 3 personnes, soit doit accueillir 10 ou 12 travailleurs de plus pour se garantir le même budget, bien entendu, mais à l'équilibre. Alors, d'une manière ou d'une autre, si vous réduisez le personnel et que vous conservez le même nombre de travailleurs, vous réduisez le ratio, donc vous réduisez les conditions de sécurité de prise en charge et de qualité de prise en charge. Si vous gardez le même nombre de personnel et que vous augmentez le nombre de travailleurs, vous procédez de la même manière. Donc, ce ne sont pas des bonnes solutions. Tous les fonds que nous dépensons nous sont accordés par une autorité de tarification dont on connaît le zèle pour arriver à nous réduire les budgets. Je veux dire, ce n'est pas des gens qui nous donnent de l'argent pour nous donner de l'argent. Ça ne leur fait pas plaisir, c'est d'ailleurs pas leur porte-monnaie. Et ils ont le sens de l'économie, mais autant que nous l'avons. Il ne faut pas penser qu'il y a des mauvais gestionnaires dans les ESAT et qu'on dépense tout l'argent qu'on nous donne. Quand on peut faire des économies, on le fait. Pendant des années, il y a des associations, des établissements qui ont essayé de renforcer leurs moyens, de mieux travailler, enfin, etc., etc., avec l'aval des pouvoirs publics qui ont toujours donné
ces sommes-là, on n'a pas exagéré, on ne l'a pas volé, on nous l'a donné cet argent parce qu'on pensait que les projets que nous faisions étaient des bons projets. Et on vient nous dire d'un seul coup qu'on est trop cher. La loi de 2005, c'est aussi une loi qui a érigé, je dirais, comme un droit, le droit à compensation. Et là, on a l'impression que c'est une compensation à l'envers, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui compense la situation de handicap, mais c'est l'État qui demande aux travailleurs en situation de handicap quelque part de s'auto-compenser, c'est-à-dire de produire les moyens de garder leur outil d'accompagnement et de prise en charge. Alors, certainement que j'aurai des détracteurs sur ce sujet-là, mais j'aimerais bien les entendre quand même, parce qu'un directeur d'établissement qui se dit « moi, s'il faut que je gagne de plus en plus d'argent et qu'il faut que je gagne cet argent de manière sûre », il va, comme n'importe quel patron d'entreprise, essayer d'avoir les collaborateurs les plus compétents, les plus débrouillards, les plus rapides, les plus rentables. Bon. Alors, ça ne sera pas la politique de l'entraide, ça je peux vous le dire, parce qu'on est dans le médico-social, on n'est pas dans l'entreprise. Nous, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune sélection. Lorsque des personnes souhaitent rentrer chez nous, ils nous font une candidature avec un CV et puis une notification MDPH. À partir de là, nous les accueillons en entretien d'émission et si effectivement ça convient par rapport à GEMAP, non pas par rapport aux activités productives, mais par rapport à GEMAP, et il y a une période d'essai. Mais en aucun cas, on va recruter, entre guillemets, puisque si on parle entreprise, on parle avec des termes d'entreprise, on va recruter une personne en cuisine parce que nous avons un besoin en cuisine. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, ça ne sera pas comme ça. L'ensemble des ESAT se bat pour justement ne pas en arriver là. Les présidents des associations, notamment sur Paris, se sont mobilisés pour justement combattre ces tarifs plafonds, en espérant que nos gouvernements et nos politiques ne seront pas autistes, qui vont entendre qu'est-ce qui fait là notre métier. C'est d'aller chercher chez l'autre sa singularité. Chaque personne est singulière, vous, moi, les usagers. Et cette part d'humanité, cette singularité, on ne peut pas la mettre en équation. On ne peut pas la mettre en indice. On ne peut pas dire, tiens, là, ça coûte X euros. Non, c'est un tout. Et c'est ça qui fait que nous sommes éducateurs avant tout. Bonjour, donc Martine Jopéry, je dirige l'ESAT Jean Moulin de l'entraide universitaire depuis 1986 et je suis aussi présidente de l'ADCP, l'association des directeurs des CAT parisiens. Les effets de la crise se ressentent, oui, sur les budgets commerciaux. Au niveau des 34 CAT parisiens, tout le monde perd à peu près 40% de son chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Donc il faut se battre, tous les matins il faut se battre pour trouver des marchés. C'est un combat, c'est un marathon. C'est important pour les personnes handicapées, mais c'est pas magique. Un seul copain que je connais depuis 1970. Ah oui. Il y a que lui. Et toi aussi, Jeannot? Ah oui, on s'entend bien. Ouais, t'entends bien, mais oui. Depuis 1970, ouais, j'entends bien. J'ai jamais eu d'histoire. Jamais. Ça fait 40 ans que je le connais. Ah bon? Oui. On a compris les difficultés du présent, mais que nous présage l'avenir? Je pense qu'on va aller de plus en plus vers les prestations de services. Nous allons mettre en place une activité blanchisserie semi-artisanale où on va effectivement aménager une lingerie, une blanchisserie avec des machines professionnelles pour pouvoir répondre à des demandes de type restaurant, de type petit hôtel pour laver les nappes, laver les draps, repasser, raccommoder. Donc là, on répond effectivement à des demandes de prestations de services. Il y en a qui font des espaces verts, la restauration, du nettoyage, où des équipes vont à l'extérieur dans les entreprises faire des prestations de nettoyage. Je pense qu'il faut qu'on soit réactif. Les solutions à venir, c'est la mise à disposition et de nouvelles activités qui doivent se faire dans les ateliers. Pour la mise à disposition, il existe déjà un partenariat avec une entreprise de l'agroalimentaire dans la cuisine pédagogique de GEMAP.
La prestation, c'est on loue les locaux, c'est-à-dire la cuisine leur est louée, et c'est eux qui s'occupent du reste. Nous, la seule intervention qu'on fait là, c'est qu'on met à disposition 12 travailleurs handicapés avec un moniteur d'atelier pour faire le travail. Alors ils produisent entre 1500 et 2000 repas par jour en liaison froide qu'on appelle. Alors tous les clients, normalement, ça reste quand même dans le social, c'est-à-dire que c'est des établissements ESAT comme nous, ça peut être des hôpitaux pour enfants, ça peut être des maisons de retraite, des foyers, La mise à disposition, c'est une façon que les travailleurs handicapés soient en contact réel avec le milieu ordinaire du travail et que je pense que c'est là-dessus qu'on peut faire encore un travail d'accompagnement plus important que ce qu'on fait. J'accompagne les travailleurs sur des détachements en entreprise, comme ici au sein d'une entreprise milieu ordinaire. Nous sommes 5 ESAT à participer à une activité de mailing, de vérification de factures et ensuite des tris divers. Les travailleurs sont présents pendant 9 jours au sein de l'entreprise. Il y a 8 travailleurs encadrés à chaque fois par un moniteur. C'est l'opportunité de rencontrer le milieu ordinaire de travail, de rencontrer d'autres collègues d'ESAT. Le fait que ce soit un travail en petite équipe, du coup il y a des apprentissages qui sont autres, des travailleurs qui se lancent peut-être plus facilement dans des expériences. Et donc qui acquièrent des compétences ensuite transférables, soit à l'ESAT, soit sur d'autres lieux de travail. Un autre détachement qui a lieu depuis plus de 3 ans en fait, sur un service restauration d'une banque, où là on est arrivé à une formule plutôt intéressante, donc une alternance entre 2 travailleurs, 15 jours l'un, 15 jours l'autre, où ils côtoient les gens de l'entreprise, la clientèle, et pour eux la satisfaction c'est d'être considéré comme un salarié lambda, et que du coup leur handicap ne soit pas l'image principale qu'on conserve d'eux. En salon Ficus, donc ça c'est pour toi. Attention, ils arrivent à 12h15. Après nous, c'est notre travail effectivement de ne pas laisser le travailleur s'enfoncer dans la sphère uniquement production de l'entreprise et de le ramener à la nécessité d'un suivi social et médical à côté. Ce sont des solutions, je dirais, passerelles, intéressantes puisque c'est l'un des seuls moyens d'avoir le lien direct avec le milieu ordinaire de travail. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai évolué et c'est vrai que c'est un chemin quand même vraiment intéressant. Pour eux, c'est conserver une stabilité en étant à l'ESAT, une sécurité, savoir qu'on a des gens derrière nous qui peuvent nous aider en cas de besoin, aller toucher du doigt le milieu ordinaire. L'ouverture peut aussi se faire directement vers les clients ordinaires. Le Café Cygne est un atelier de l'ESAT Jean Moulin. C'est un café parisien, ouvert au public. Il y a 6 personnes au service, sourdes. Et en cuisine, il y a 3 aides cuisiniers sourds. C'est un lieu convivial. Et ce qui était important pour nous, quand on a créé le Café Cygne, c'était la rencontre des sourds et des entendants. Parce que souvent, si vous voulez, c'est les sourds qui font l'effort d'aller vers les entendants, parce que la société, elle est majoritairement entendante. Et là, si vous voulez, c'est l'entendant qui pousse la porte et qui doit faire l'effort. Café Cygne, c'est créer du lien. Et je trouve dans une société qui est très difficile, et ben voilà, nous on veut créer du lien avec plein de personnes, quoi. C'est ça le point le plus fort, l'objectif le plus fort, c'est créer du lien. Les ressources du travailleur handicapé en ESAT sont en 2010 entre 55 et 100% du SMIC. On estime une moyenne autour de 800 €. Un travailleur touche les fruits de son travail à l'ESAT, une aide au poste appelée rémunération garantie payée par l'État et l'allocation adulte handicapé, AAH, qui est variable en fonction des autres sources de revenus. Il peut aussi percevoir une pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ou une aide financière si besoin d'une tierce personne, pour s'habiller par exemple. Toute autre source de revenus peut amputer l'AAH. Je suis à la retraite, ça y est. J'ai mes 60 ans, j'ai fait 60 ans.
tali la li la la, tali la li la la, la 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 la, tali la li la la. Ah, c'est moi là-dedans. Ah ouais, je suis pas mal, hein. Ouais, pas mal, pas mal. La 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 la. Alléluia, alléluia, alléluia. La li la la li la la la. Vas-y, filme-moi, vas-y. Au revoir. Au revoir. Au revoir Vincent, au revoir. Merci à tout le monde, merci. Après 60 ans, la personne handicapée devient personne âgée dépendante. Elle perd son statut de personne handicapée et tout l'accompagnement social et personnel qu'elle a connu en ESAT. L'AAH est remplacée par une pension de retraite, calculée en fonction de ses cotisations, ou uniquement par le minimum vieillesse. J'ai été très heureux de participer au film. On a vraiment voyagé avec ce film. J'espère que vous avez vous-même voyagé avec ce film. Je suis très heureux d'avoir participé au film. Ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a aussi apporté de la compréhension par rapport au fonctionnement d'un CAT. Nous avons appris à filmer et à faire les montages. Au montage, à la prise de son, à l'utilisation d'une caméra, d'un pied de caméra, d'un micro. J'ai vraiment perçu le film comme j'avais jamais imaginé que c'était. J'espère que ce film aussi qui vous a plu et que vous a enrichi dans le monde du handicap.